time to get to know you. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream, and I don't think I'm ever gonna wake up. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream, and I don't think I'm ever gonna wake up. See, I've been working on a jailbreak. Got no time for a new fate. Any moment they'll replace me. Should have tried to get to know you. I've been working on my timing. Insecurity beside me, but your taste is so inviting. Should have tried to get to know you. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream, and I don't think I'm ever gonna wake up. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream, and I don't think I'm ever gonna wake up. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream, and I don't think I'm ever gonna wake up. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream, and I don't think I'm ever gonna wake up. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. See, I've been working on a jailbreak. Got no time for a mistake. Any moment till the day breaks. No more time to get to know you. I've been working on a jailbreak. Keep it calm with the fast pace. Any moment till the day breaks. No more time to get to know you. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream,
got no time for a new fate. Any moment they'll replace me. Should have tried to get to know you. I've been working on my timing. Insecurity beside me, but your taste is so inviting. Should have tried to get to know you. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream, and I don't think I'm ever gonna wake up. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream, and I don't think I'm ever gonna wake up. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream, and I don't think I'm ever gonna wake up. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream, and I don't think I'm ever gonna wake up. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. See, I've been working on a jail. Bienvenue au cas de fiscalité. S'il vous plaît, éteindre le son de vos appareils électroniques. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton le 10, le 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions de durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Lafontaine, je suis comptable, je travaille chez Gestion Privée Groupe Investor. Bonjour, Benjamin Monpré, je suis fiscaliste chez le Minet. Bonjour, Marc-Antoine Henry, je suis CFA et je suis directeur général du groupe Investor. Bonjour, Jean Paquin, comptable agréé, gestion privée Groupe Investors.
Donc, bonjour Madame Grégoire, nous sommes ici aujourd'hui afin de vous donner des conseils fiscaux quant à votre demande. Je vais d'abord présenter mon équipe, donc on a René Bastarache, Christophe Poirier et moi-même, Sophie Leblanc. Donc, vous, Madame Grégoire, vous êtes présentement impliquée dans la société de porte-fenêtre McShane et puis vous désirez acquérir jusqu'à 90% de l'entreprise. Et donc, vous nous avez attribué 2 mandats principaux, soit le premier de vous donner des conseils sur la vente, donc vous voulez l'acheter de cette société, et puis de vous donner d'autres conseils pertinents sur des points fiscaux. Concernant l'achat de l'entreprise, vous avez 2 options qui s'offrent à nous. Premièrement, l'achat des actifs. Deuxièmement, l'achat par vente d'actions, donc d'acheter les actions tout simplement. Nous, ce que nous suggérons fortement, c'est d'acheter les actions. Comme ça, M. McShane va pouvoir bénéficier de l'exonération de gains en capital de 813 000 $. Donc, pour que M. McShane soit éligible à son exonération en gains en capital, donc il y a quand même quelques conditions qu'il va falloir s'assurer que l'entreprise respecte, donc telles que montré. Donc, premièrement, donc, au moment de la vente des actions, donc 90% des actions des actifs à la juste valeur marchande doivent servir à l'entreprise. Aussi, dans les 2 ans avant la vente des actions, donc 50% des actifs doivent servir à l'entreprise. Et aussi, dans les 2 ans avant la vente, donc les actions doivent être détenues par le cédant, donc ici, M. McShane, ou une personne unique. Donc ici, on a fait une petite analyse pour voir si les conditions étaient actuellement respectées. Donc, pour la condition de la détention, donc, M. McShane détient les actions depuis 1991. Donc, on voit que c'est le seul propriétaire actuel, donc c'est respecté. Donc, pour la condition de la 50% des actifs à la juste valeur marchande, également, c'était respecté. Puis, pour le critère du 90%, donc, présentement, il y a des placements à long terme qui valent 12% de la juste valeur marchande des actifs. Donc, ici, ce n'est pas respecté, mais comme on va voir, on va parler des différentes stratégies qu'on peut faire pour que cette condition soit respectée, donc au moment de l'acquisition, et qu'il puisse profiter de son exonération du gain en capital. Nous avons pensé que ce qui serait intéressant de faire, ça serait une restructuration de l'entreprise de M. McShane. M. McShane a un grand problème, c'est que la compagnie génère trop de liquidités. C'est un beau problème, par contre. Donc, pour ce faire, nous avons décidé de créer une fiducie. De cette façon, il va pouvoir transmettre, il va pouvoir mettre la société de gestion en bénéficiaire, pouvoir mettre l'argent dans la fiducie. Comme ça, il va pouvoir mettre ses placements, tous les actifs, tout ce qui est concernant les placements, il va pouvoir les acheter à partir de la société de gestion. Donc, quelques petits détails supplémentaires à propos de la nouvelle structure. Donc, pour ce qui est de la fiducie, comme fiduciaire, il faudra nommer des fiduciaires tels que M. McShane, ainsi qu'une tierce personne. Donc, ça peut être son comptable, son avocat. Puis, ce qui est bon, quelques avantages que ça pourra bénéficier, c'est que ça va permettre, premièrement, donc, on n'a pas reçu l'information, mais si il y a une conjointe ou des enfants d'âge majeur, etc., ça pourra lui permettre de faire un fractionnement de revenus pour remédier à son problème d'être imposé à un taux supérieur parce qu'ils sont trop d'argent de son entreprise, donc de liquidité. Puis également, puisqu'on avait mentionné qu'on allait faire une société de gestion bénéficiaire de la fiducie, ça permettra donc à M. McShane de sortir de l'argent à travers sa fiducie et les placer dans sa société de gestion. Comme ça, ça va faire en sorte que ça va des dividendes non imposables. Donc, on pourrait différer l'impôt pour M. McShane de cette manière-là. Donc, ça sera seulement imposé une fois qu'il sortira de sa compagnie de gestion. Pour ce qui est en nous, pour respecter la 3e condition, soit de 90%, pour qu'il puisse bénéficier de l'exonération lors de la vente, nous suggérons de vendre 600 000 $ de placement. On sait que M. McShane a présentement une valeur de 1,8 million. En vendant 600 000 $, il ne vend pas tous ses placements, donc il garde une bonne partie de ses placements. Puis de cette manière, il vient réduire, puis il prend cet argent, il vient réduire la dette à long terme de la compagnie.
Donc, de cette façon, il ne réduit pas ni la valeur de l'entreprise et de plus, il est présentement à 92%, donc il va être enclin à pouvoir bénéficier de l'exonération en gain capital. Ou encore, il y a une autre façon, ça aurait été de transférer les actifs dans la société de gestion. Cependant, en faisant ça, il venait réduire la valeur nette de la compagnie. Donc, nous suggérons fortement la première option. La juste valeur de l'entreprise, comment on l'a évaluée. Donc, on a la valeur de l'entreprise, on a tout simplement pris les actifs de la compagnie, moins les passifs de la compagnie, à la juste valeur nette. Donc, on est arrivé à un montant de 12 976 000, puisque Mme Grégoire va acheter 90%, donc ça va faire 11 679 000 pour Mme Grégoire. C'est ça, encore une fois. Le prix de disposition va être 11 millions de dollars, puisque ça, c'est l'impact fiscal pour M. McShane, puisqu'il a mis 10 000 $ pour commencer. Donc, on arrive à un montant imposable de 11 679 000 $, puisqu'il est admissible au gain, l'exonération au gain en capital. 813 000 $ de moins, 50% de gain en capital. Il va être imposé à 5 427 000 $. Donc, une façon pour ce qui est du financement de l'entreprise ainsi que pour l'imposition, donc il y a une certaine loi qui stipule donc, pour les gains capital, donc on a le droit de l'échelonner sur 5 ans. Donc, ce que nous, on propose, c'est vraiment d'établir une entente d'achat sur une période de 5 ans. Comme ça, les deux parties vont être avantagées. Donc, premièrement, pour vous, pour le financement, c'est la meilleure option parce que là, si on divise le montant total de la valeur de l'entreprise sur une période de 5 ans, ça vous permettra, donc, entre autres, puisque vous aviez le financement de Windmar qu'on va parler plus tard, mais également pour l'autre partie qui vous manque, vous pourriez profiter de cette entente-là afin d'accumuler les fonds de votre entreprise. Puis pour M. McShane, ça l'avantage également puisque l'entente va stipuler que vous allez faire des paiements sur une période de 5 ans, il pourra prendre une provision de gain en capital, ce qui fera en sorte qu'il sera seulement imposé sur un échelon de 5 ans. Donc, ça va bénéficier vraiment aux deux parties. Donc, juste montrer un aperçu de comment on va calculer cette provision-là. Donc, c'est vraiment le moins du montant payable. Donc, nous, on avait vraiment juste ici la valeur de l'acquisition sur 5 ans. Puis, sur le total du produit de disposition, donc, fois le gain en capital ou 4/5 du gain. Donc, ici, on voit vraiment que le moins évident, c'est vraiment le total du montant de l'acquisition, donc divisé sur une période de 5 ans. Donc, juste pour résumer ça en général, donc, vous allez, selon l'entente, ça serait recommandé que vous alliez payer un montant de 2 135 000 $ annuellement. Puis, pour M. McShane, donc, techniquement, comme mon collègue l'avait mentionné plus tôt, donc, il serait imposé un gain en capital d'environ 5 millions. Par contre, à cause des prévisions, cela sera récolté sur plusieurs. Donc, pour le financement, donc, maintenant, vous avez parlé qu'elle voulait vous prêter de l'argent de différentes façons. Premièrement, un don donc, pour 20% de la valeur de l'acquisition. Et deuxièmement, donc, un prêt avec intérêt pour les restes, donc 80%. Donc, pour ce qui est compte du don, ici, il y a une certaine règle d'attribution. Donc, si elle vous donne de l'argent pour que vous le mettez dans l'entreprise, dans aucun prêt, etc., il faudra que ça soit, techniquement, ça sera imposé à son nom, puisque vous, il n'y a pas de manière justifiée que c'est son argent à elle. Donc, nous, c'est vraiment pas recommandé de faire ça. Puis, pour le 80% sous forme de prêt avec intérêt, donc ça, c'est correct. Par contre, donc, on a analysé son entreprise, puis présentement, donc, l'entreprise, donc, il y a un compte de revenu au taux général, donc, d'une valeur de 4 millions de $.
Donc, elle peut utiliser ce montant-là pour se sortir des dividendes déterminés, donc à taux d'imposition plus faible que des dividendes non déterminés. Donc, ça la permettra de sortir des liquidités pour porter prêt à sa fille, donc avec moins d'impact fiscal possible. Puis, il y a également un compte de dividende en capital de 750 000, donc ça, c'est libre d'impôt. Donc, ça aussi, ça lui permettra de sortir l'argent pour prêter à sa fille avec, à vous, donc moins d'impact fiscal. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération ici, c'est que donc, il y a un deuxième, Whitmell est copropriétaire de la compagnie, donc c'est possible qu'elle ne pourra pas sortir ces montants-là au complet, parce que c'est sûr que l'autre actionnaire voudrait une partie de cette valeur-là. Donc ici, c'est un nouvel organigramme, donc un peu après l'acquisition de l'entreprise. Donc pour commencer, on a encore M. McShane, sa fiducie, sa société de gestion, etc., tel que mon collègue l'a mentionné précédemment. Par contre, ici, ce qui serait rajouté après l'acquisition de 90% des actions, c'est vraiment donc la fiducie pour vous. Donc, on propose de faire une fiducie discrétionnaire familiale, donc avec un ministère, vous, votre conjoint, puisque présentement, il n'y a pas vraiment un gros salaire. Donc, ça serait vraiment important pour faire du fractionnement de revenus, comme ça, il pourrait se sortir des dividendes, etc. Puis, depuis, ce qui serait important, un point à considérer aussi, donc, je sais que vous avez des enfants, donc ils sont tous présentement mineurs, mais une fois qu'ils seraient majeurs, ça pourrait même être intéressant de les avoir comme bénéficiaires pour leur verser des dividendes. Puis aussi, ça va vous aider dans votre futur. Donc, dès que vous voulez vendre votre compagnie dans le futur, donc même si c'est vraiment lointain dès maintenant, avoir une fiducie, ça va vous permettre de multiplier l'exonération du gain en capital qui va résulter de la vente de l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment pour le futur. Donc, aussi, comme ministère, on avait pensé mettre une société de gestion pour vous. Donc, ça, c'est vraiment une bonne manière de s'assurer que dans votre futur à vous, donc quand vous allez être proche de la retraite, vous voulez purifier votre entreprise, vous pouvez sortir les liquidités. Donc, c'est vraiment le même principe qui a été expliqué plus tôt. Donc, vous versez votre trésorerie excédentaire, etc. À partir de la fiducie, vous le déposez dans votre compagnie de gestion. Comme ça, vous allez purifier votre entreprise à l'aide de dividendes intrasociétés. Puis, donc, c'est ça vraiment qu'on recommande comme structure. Mais par contre, ici, il ne faut pas oublier que la fiducie puis les chaînes, c'est temporaire, puisqu'éventuellement, il va vouloir prendre sa retraite. Fait qu'éventuellement, ça sera simplement donc la compagnie opérante ainsi que votre fiducie familiale et votre propre société de gestion. Donc, il n'y aura plus la société de McShane ainsi que sa société de gestion dans le futur. Donc, vous avez mentionné que vous aviez quelques préoccupations sur la façon dont M. McShane avait comptabilisé ses dépenses. Donc, pour ce qui était des frais de déplacement, vous n'étiez pas certain si que tous les frais étaient déductibles. Donc, nous avons déterminé que le 42 000 $ était entièrement déductible à condition que tous les frais de repas et de déplacement étaient pour plus de 12 heures à l'extérieur. Pour ce qui était des frais de publicité, donc les repas mensuels payés à tous les employés sont des frais de repas et non des frais de publicité. Et donc, nous avons déterminé que 12 repas par année était un peu excessif. Donc, nous recommandons peut-être 2 repas par année. Et ce qui était des frais de scolarité, donc vous avez mentionné que les employés avaient droit à des frais de scolarité pour prendre des cours à l'université, pour que ce soit du cours. Et donc, ceci serait imposable pour les employés, tandis que ce serait un avantage imposable parce que les cours n'étaient pas reliés au travail, mais plutôt à leur intérêt personnel. Également, donc, il y a un employé présentement qui utilise une voiture fournie par l'entreprise
pour donc, fin d'affaires, mais également pour fin personnelle. Donc, l'employé a mentionné qu'il n'était pas imposé sur le fait qu'il utilise la voiture. Par contre, le fait qu'il utilise la voiture personnellement, puis c'est une voiture fournie par l'entreprise. Donc ici, il y a un avantage imposable, donc il faut calculer. Donc ça se calcule en 2 étapes. Donc premièrement, il y a les droits d'usage. Donc c'est vraiment le kilométrage personnel donc, sur un montant de 1 167 $ par mois qui est à la disposition de l'employé, fois 2 fois le coût de la voiture plus la taxe donc à la consommation lors de l'achat. Fois les mois que c'était appartenu par l'employeur. Donc ça donne un total de droits d'usage de 270 $. Puis il y a aussi la deuxième partie qui est les frais de fonctionnement, donc c'est 27 cents le kilomètre, fois les kilomètres personnels, donc excuse c'est $, c'est supposé être kilomètres de 500 km. Ça donne un total de 135 $ pour les frais de fonctionnement. Également, une autre manière qu'on aurait pu calculer, donc, puisque la voiture est utilisée principalement pour fin d'affaires, donc on aurait pu simplement faire 50% des droits d'usage. Dans ce cas, ça donne encore 135 $. Donc ici, le total de l'avantage imposable pour l'employé serait d'un total de 405 $ pour l'utilisation de la voiture à des fins personnelles. Donc, pour ce qui était des placements, donc après l'analyse de tous les placements que vous aviez en 2015, vous aviez une perte nette cumulative sur placement de 5 823 $. Et donc, c'est important à noter que ce montant pourra réduire votre exonération du gain capital que vous pourrez avoir dans le futur. Et donc, pour ce qui est du côté familial, pour Nick, on vous recommande qu'il contribue au REER afin de fractionner le revenu lors de sa retraite. Et aussi, vous avez des préoccupations tant qu'ainsi qu'un dividende était meilleur qu'un salaire. Donc, tous les deux ont des avantages et des inconvénients. Donc, pour les dividendes, il est moins imposable pour le moment, mais le salaire vous permet de contribuer au REER et au RPC, etc. Pour le régime enregistré d'épargne d'études, donc vous avez mentionné que vous prévoyez que vos enfants aillent aux études dans le futur, donc ça serait très important de penser aujourd'hui de contribuer. La cotisation maximum que vous pouvez cotiser au total est de 50 000 $ et le gouvernement peut cotiser 20% aussi de ce que vous cotisez. Et puis ce montant va être imposé lors du retrait de vos enfants, donc il sera imposé à vos enfants. Présentement, vous versez un salaire de 240 000 $ par année. Avec la compagnie, ce qui va être intéressant à faire pour vous, ça va être vraiment de vous verser un salaire de 53 600 $ pour contribuer au maximum à votre RPC. Puis le reste, vous allez pouvoir vous verser des dividendes selon vos besoins à vous. Donc, vous allez pouvoir différer l'impôt pour le moment que vous avez besoin de l'argent. Pour remplir, nous, vraiment, c'est l'achat des actions qu'on vous recommande. Donc, première étape qu'on va faire, donc, évidemment, avant que vous acquériez l'entreprise, c'est vraiment qu'on va s'assurer que l'entreprise va être purifiée pour que M. McShane puisse profiter de son exonération. Puis ensuite, c'est ça, on va établir une entente d'achat sur 5 ans. Comme ça, avantageux pour vous, vous pouvez accumuler des fonds pour le pays. Puis pour M. McShane, donc ça va différer un peu son acquisition sur son gain en capital. Puis pour ce qui est compte des autres points fiscaux, donc c'est ça, on vous recommande vraiment d'avoir votre conjoint comme bénéficiaire d'être ici. Parce que ça va vraiment vous aider à fractionner votre revenu familial. Puis ainsi que on vous recommande toutefois, comme présentement, de faire un équilibre juste milieu pour vous ainsi que votre conjoint entre dividendes et salaire. Comme ça, vous avez les bénéfices d'avoir pour les dividendes un plus faible taux d'imposition mais pour le salaire, pour avoir les autres avantages pour le REER ainsi que les autres avantages. Donc, merci pour vos écoutes. Merci. J'avais une question pour vous. J'ai bien aimé, félicitations. J'ai bien aimé la façon simple peut-être de rendre des actions de l'entreprise admissibles. Comme vous avez dit, vous pourrez liquider 600 000 $ de placement puis régler une partie des dettes. Pouvez-vous m'élaborer sur les conséquences fiscales de faire ça?
Oui, merci. Donc, c'est sûr que le placement, si on le vend pour payer les dettes, donc, il va y avoir un gain en capital. Par contre, nous n'avons pas les informations quant au coût d'achat des placements, etc. Donc, nous n'avons malheureusement pas pu le calculer. Mais c'est sûr qu'il faut prendre en considération qu'il va y avoir un certain gain en capital lors de la vente des placements avant de pouvoir payer les dettes, puis qu'il va probablement avoir un impôt minimum sur ça. Si je peux rajouter aussi, il y avait des pertes autres en capital qu'il va pouvoir appliquer contre le 600 000, donc il va pouvoir réduire son montant. Pour quelle raison on ne prendrait pas l'encaisse pour faire ça? Pour quelle raison on prend les placements plutôt que l'encaisse pour rembourser de la dette, par exemple? Donc, la raison pourquoi on prend les classements, c'est parce que les classements à eux seuls étaient supérieurs au taux d'acceptation de 90%. Donc, c'était vraiment là où il fallait aller pour purifier l'entreprise. J'avais une petite question sur si je peux prendre la diapositive sur la structure d'entreprise. Peut-être une première question là-dessus. Peut-être mes collègues vont en avoir d'autres pour la suite, mais peut-être juste m'expliquer physiquement comment l'argent peut se retrouver dans la compagnie de gestion de Jesse Grégoire, par exemple, dans le futur. Oui, ok. Donc ici, on a, mais on a la société vraiment porte-éphémère. Ensuite, la fiducie appartient des actions de porte-éphémère. Puis, comme bénéficiaire de la fiducie, on retrouve la société de gestion. Donc, on peut verser des dividendes à la fiducie, puis celle-ci va être distribuée à la société de gestion. Dans le lien peut-être avec le montage, est-ce qu'on peut savoir pour quelle raison vous recommandez une fiducie pour M. McShane? Ça va permettre, c'est ma question, ça va permettre de, justement de sortir son argent, son surplus de liquidité, puis de le mettre dans la société de gestion. Toujours en lien avec votre structure, vous avez mis la fiducie, dans le fond, ce que je comprends, on va suivre lors de la transaction. Vous avez purifié pour commencer la société en disposant 100 000 de placement. Par la suite, vous payez des actifs non éligibles. Vous allez transférer une portion sur 5 ans, selon ce que j'ai compris, de façon à limiter l'impact au niveau de la vente. Par la suite, vous allez créer 2 fiducies qui, eux, vont souscrire à des actions de porte-fenêtre de McShane, selon ce que je comprends. Les actions que vous allez faire souscrire de la fiducie, ça va être des actions votantes, privilégiées. Quel type d'actions vous allez faire souscrire à la fiducie? Ces actions de vote, ce que je comprends, sont détenues à 10% par M. McShane, 10% par M. Jesse Grégoire. Oui. Donc, on mettait quoi? Pour la fiducie, vraiment, on avait des actions participantes et non votantes. Okay. Comme ça, le droit de vote, c'était vraiment uniquement M. McShane ainsi que. Autre question, pourquoi dans la fiducie familiale de M. Grégoire, on n'a pas mis les enfants? On a monsieur et madame, sa société de gestion comme bénéficiaire, mais les enfants ne sont pas là. Il y avait une raison particulière. Oui, j'avais mentionné rapidement tout à l'heure, mais ce qu'on voulait faire, c'est que ça serait intéressant vraiment d'avoir des enfants comme une sorte de fiducie. Par contre, ce qui arrive, c'est que présentement, les enfants sont tous mineurs, fait qu'on ne peut pas immédiatement leur verser des diplômes parce que ça ne se fait pas ces manières-là. C'est pour ça qu'on ne les avait pas directement inclus. Mais c'est sûr que dès lors qu'il va être d'âge majeur, les avoir comme bénéficiaires de fiducie, les verser des dividendes, donc il n'y aura pas d'impact, puis ça sera beau comme ça. Je veux juste comprendre, quand on n'a pas de mention au niveau des frais de repas, on n'a pas 12 repas, c'était excessif, on suggérait 2 repas par année, je n'aime pas à suivre cette recommandation-là. C'est ce qu'on avait pour dire que le montant était quand même accessible, le 5 000 n'était pas de trop, puisqu'il y avait 6 millions de charges salariales. Mais faire un repas par mois à 5 000 on avait un certain doute que le fils allait accepter cette transaction.
La période des questions.